Bonjour. Alors on va commencer le cours, il est 9 heures, donc on va commencer. Ça va être un peu compliqué parce qu'il faut rester dans un champ pour être filmé. Alors le cours d'aujourd'hui concerne la physiologie de la vigilance et du sommeil. Juste une petite explication sur le terme vigilance. Les états de vigilance concernent à la fois le sommeil que l'éveil. Lorsqu'on parle des états de vigilance en physiologie du sommeil, ça concerne l'ensemble, éveil et sommeil. Évidemment, cette vigilance varie au cours de la journée ou au cours du nictémère et on peut, comme la nuit, être dans un état de sommeil, mais c'est aussi une forme d'état de vigilance. Alors, d'abord, on va commencer par les critères de définition du sommeil. Alors, il y a deux types de critères pour définir le sommeil. D'abord, les critères comportementaux, c'est-à-dire on observe l'animal ou l'humain et à partir de son comportement, on déduit s'il est éveillé ou s'il est somnolent. Bon, c'est quelque chose de tout à fait naturel qu'on sait faire, mais on a pu définir un certain nombre de choses, en particulier des postures typiques, des emplacements spécifiques pour dormir, l'acquiescence et surtout l'élévation du seuil d'éveil et de réactivité, c'est-à-dire dans un état de sommeil. Ici, je vous parle du sommeil, bien évidemment. Donc, l'élévation du seuil d'éveil et de réactivité, c'est-à-dire pour éveiller le sujet ou le faire réagir à un stimulus. Évidemment, il faut que le stimulus soit beaucoup plus fort que s'il était éveillé. Et enfin, un phénomène très très important, c'est la réversibilité très rapide d'un état à un autre. Évidemment, s'il n'y a pas de réversibilité, c'est un état pathologique, c'est par exemple le coma. Mais dans le sommeil, évidemment, l'état est réversible très rapidement. Alors ça, ce sont des critères comportementaux qui ont été décrits et définis. Mais il existe aussi des critères physiologiques. Et ces critères physiologiques ont été aidés, en particulier, grandement aidés par les enregistrements électroencéphalographiques. C'est lorsque ces techniques qui ont été inventées au début du XXe siècle et ensuite mises en pratique progressivement, lorsque ces techniques sont apparues, qu'on a pu quantifier et étudier de manière scientifique le sommeil. Alors, sur le plan physiologique, évidemment, on enregistre l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire l'activité électrique du cerveau, l'électromyogramme, l'activité électrique du muscle, l'électrooculogramme, c'est en fait les mouvements oculaires que l'on enregistre, les rythmes cardiaques respiratoires, la température centrale et bien d'autres paramètres que l'on pourrait ajouter. Alors ici, voici la réalisation d'un examen d'enregistrement de sommeil et on appelle ça une polysomnographie. Pourquoi poly? Parce qu'il y a plusieurs paramètres que l'on étudie en même temps et évidemment somnographie, c'est-à-dire on réalise un graphisme se rapportant au sommeil. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier élément, le plus important, je dirais, enfin peut-être pas le plus important, mais le tout premier qui va nous donner l'état cérébral en fonction de l'état de vigilance, c'est l'électroencéphalogramme. Alors, il illustre l'activité cérébrale, l'activité électrique du cerveau. Deuxième paramètre, c'est l'électrooculogramme qui nous montre les mouvements oculaires. L'électromyogramme qui montre l'activité musculaire. Et enfin, d'autres paramètres comme la fréquence cardiaque avec l'électrocardiogramme et la fréquence respiratoire en enregistrant les mouvements respiratoires thoraciques et abdominaux. Alors, pour réaliser un examen de sommeil, il y a des paramètres qui sont absolument obligatoires, indispensables. C'est l'activité cérébrale, les mouvements oculaires et l'activité musculaire. Pour définir les différents états de sommeil,
on a besoin de ces 3 paramètres au moins. Donc, retenir ça. Je vais tout à l'heure vous en parler de ces différents états de sommeil. Alors, voici un schéma, une photo, si vous voulez, d'une page d'enregistrement de sommeil. Alors là, en l'occurrence, le sujet ne dort pas encore vraiment. On est au tout début et il n'est pas tout à fait endormi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ici, vous avez les abréviations qui notent les différentes courbes. Alors, ces 2 courbes se rapportent à l'électroencéphalogramme. Celle-ci à l'électromyogramme et l'autre au mouvement oculaire. Ensuite, nous avons les mouvements respiratoires, le flux nasal, le mouvement thoracique. Bon, ça, c'est un cas particulier. Évidemment, on peut ajouter bien d'autres paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Au tout début, une activité cérébrale qui est riche. Je vous en parlerai de ce type d'activité cérébrale lorsqu'on fera l'électroencéphalogramme. Qui est riche. Alors, le mouvement, on ne voit pas sur l'électromyogramme de mouvement musculaire, mais disons, l'image n'est pas très belle, mais on voit qu'il y a un petit tonus musculaire qui persiste. Alors, si on laisse le sujet avancer dans son sommeil, progressivement, on voit les rythmes que vous voyez là, qui sont des rythmes de la fréquence alpha, disparaître. Vous voyez, ces rythmes progressivement disparaissent. Et ils sont remplacés par des rythmes un peu plus lents qu'on appelle la fréquence θ. Alors ces fréquences, je vous les donnerai aussi lorsqu'on fera le EEG, mais sachez-le, l'alpha c'est entre 8 et 12 et cycles par seconde, ou 8 et 12 Hertz. Et θ c'est un peu plus lent, c'est entre 3,5 et 8, quoi, 7,5. Voilà. Alors vous voyez, le tracé devient un peu plus pauvre. Si vous regardez comme ça spontanément, vous dites que c'est un tracé un peu plus lent, plus pauvre. L'amplitude a diminué aussi. Alors si on laisse avancer toujours le sujet dans son sommeil, je reviens un instant en arrière. Alors ici nous sommes dans ce qu'on appelle le stade 1 de sommeil lent. D'accord? Le stade précédent, c'était le tout début. Le sujet avait encore un cerveau qui n'était pas tout à fait endormi. Mais là, il commence à s'endormir. Alors, si on ne réveille pas le sujet, si on ne le stimule pas, on ne le réveille pas, il va continuer, le processus du sommeil va avancer. Et qu'est-ce qu'on constate? On voit effectivement que le tracé se ralentit encore plus. Les ondes que l'on va enregistrer seront encore un tout petit peu plus lentes. D'accord? C'est en général toujours des ondes de θ, mais on peut voir apparaître quelques ondes plus lentes delta qui sont inférieures à 3 cycles par seconde. Et puis surtout, on voit apparaître ces figures. Vous voyez ces rythmes qu'on appelle rythmes rapides, synchronisés, qu'on appelle fuseaux de sommeil. Alors on voit apparaître ces fuseaux de sommeil. Lorsque ces fuseaux apparaissent sur l'image de l'enregistrement électroencéphalographique, on parle du stade 2 de sommeil lent. Alors il y a d'autres types de figures qui apparaissent, en particulier ces grandes figures qu'on appelle des complexes K, qui sont en quelque sorte des figures apparaissant lorsqu'il y a une stimulation, par exemple auditive, un bruit, quelque chose, c'est un genre de potentiel évoqué. Bon. Voilà, alors une figure ou une image d'un stade 2 débutant, typique. Voilà encore une autre image, vous voyez ces fuseaux de sommeil que l'on appelle également spindles, c'est un terme anglais et puis il est très courant dans le langage des physiologistes du sommeil. Voilà, alors vous voyez un enregistrement de stade 2 de sommeil lent. Alors qu'est-ce qu'on constate sur les autres paramètres? Je reviens en arrière. Bon, le muscle, on ne le voit pas très bien, mais il y a toujours un tonus musculaire.
C'est-à-dire qu'on a une activité musculaire qui se réduit progressivement lorsque le sommeil devient de plus en plus profond. Mais le tonus musculaire est présent. Ça, c'est très important. Et en ce qui concerne les mouvements oculaires, en général, on peut avoir quelques mouvements oculaires lents, en particulier à la fin du stade 1 ou concomitamment au stade 1, et ensuite, il n'y a pas de particularité là-dessus. Alors, retenez ces figures de fuseaux de sommeil, ce ralentissement du tracé avec des ondes θ et quelques ondes delta, et aussi l'appauvrissement de l'électromyogramme, c'est-à-dire la diminution du tonus musculaire. Voilà, toujours un stade 2. Alors, si on avance encore dans le sommeil, le sujet continue à son sommeil, on voit ici, regardez bien le EEG, vous voyez le EEG. Je ne sais pas pour ceux qui... Alors, je ne sais plus lequel c'était pour le point rouge, peu importe, mais vous voyez les ondes lentes, delta, qui apparaissent. Alors là, on a... Alors, ces grandes ondes amples sont des ondes delta. Alors, ils sont caractérisés par leur fréquence. Toujours, lorsqu'on parle d'ondes électroencéphalographiques, on les caractérise par leur fréquence. Alors, ils ont une fréquence inférieure à 3 cycles par seconde, 3 Hertz ou 3 cycles par seconde. Et en général, lorsque le sommeil est profond, très profond, c'est des ondes lentes autour de 1 cycle et très amples. Alors ici, on est dans un stade 4. Je cherche une image. Alors, la différence du stade 4 et du stade 3, c'est le nombre ou la quantité d'ondes delta. Vous voyez, lorsque vous avez beaucoup d'ondes delta, c'est un stade 4. En général, lorsqu'on on interprète un tracé EEG, on les confond. D'accord ? Alors, en ce qui concerne le muscle, le tonus n'a pas disparu, mais diminué, très fortement diminué. Le muscle est très hypotonique. Les mouvements oculaires, il n'y en a pas, pratiquement. Alors, pour les autres paramètres cardio-respiratoires, lorsqu'on est dans ce stade de sommeil lent, 3 ou 4, la respiration et le cœur sont très réguliers. C'est une caractéristique de ce stade-là. On le voit ici, vous voyez, la respiration très régulière. Voilà. Alors, ces 4 stades que je viens de vous décrire, on les qualifie de sommeil lent. Pourquoi ? Parce que l'activité électroencéphalographique est lente, tout simplement. Vous avez vu qu'en fait, entre l'éveil et le stade 4, on assiste à un ralentissement de l'activité électroencéphalographique. D'accord ? Alors, on qualifie aussi le stade 1 et 2 de sommeil lent léger et le stade 3 et 4 de sommeil lent profond. OK ? Alors, je reviendrai un peu sur ces notions tout à l'heure, lorsque je vous décrirai l'ensemble du sommeil. Voilà. Alors, lorsqu'on suit toujours le sommeil de ce sujet, qu'est-ce qu'on constate ? À un moment donné se passe un événement très intéressant qui est la disparition des ondes lentes de l'électroencéphalogramme, l'apparition d'une activité beaucoup plus rapide, qu'on qualifie d'activité mixte parce que mélangée de fréquences rapides et de quelques éléments θ, donc une activité électroencéphalographique rapide. Ensuite, l'apparition de mouvements oculaires rapides, vous voyez ces grands mouvements oculaires brutaux qui n'existaient pas pendant le sommeil lent. Et enfin, la disparition totale du tonus musculaire. Alors, ces 3
phénomènes, si vous voulez, ces trois aspects que l'on constate définissent ce type de sommeil que l'on a qualifié de paradoxal. Alors, dans les livres que vous lirez, si vous les lisez en anglais, on le qualifie aussi de REM, R-E-M. En anglais, c'est Rapid Eye Movement, c'est-à-dire le sommeil à mouvement oculaire rapide, si on le traduit en français. Mais disons que pour les physiologistes français, le terme paradoxal est plus consacré. On parle de sommeil paradoxal. Alors, paradoxal parce que on a une atonie musculaire, et lorsqu'on dit atonie, c'est-à-dire il n'y a plus de tonus, le sujet est pratiquement paralysé, concomitamment à une activité cérébrale rapide. Donc il y a un paradoxe. Voilà, alors pour résumer jusque-là, il y a d'autres phénomènes, je vous parle tout à l'heure du sommeil paradoxal, mais pour vous résumer ce que je viens de vous décrire, pendant une nuit de sommeil, que se passe-t-il? Alors voici un enregistrement chez un patient qui a un sommeil normal. Il s'est trouvé qu'il avait un sommeil normal. Alors ici c'est le début de l'enregistrement, donc heure 0, et là-bas vous voyez à la fin de la nuit, heure 8, c'est-à-dire on enregistre pendant 8 heures, c'est une convention, et on constate, premièrement, que le sujet commence à s'endormir. Alors là, voilà, le sujet commence à s'endormir en stade 1, normalement, évidemment. Alors ici, regardez, je ne sais pas si vous voyez sur le grand écran là-haut, stade 1, 2, 3 et 4. Ici, c'est l'éveil, et là, tout ce qui est en trait épais, c'est le sommeil paradoxal. Alors, s'endort en stade 1, progressivement apparaît le stade 2. Alors évidemment, il y a du bruit, il y a des choses qui se passent, il peut se réveiller à un moment donné, mais il s'endort très rapidement et atteint une première phase de sommeil lent profond, stade 3 et 4. D'accord? Et puis ensuite, il y a un genre de dégringolade, si vous voulez, il y a un retour vers l'éveil très rapide, beaucoup plus rapide que là, que l'entrée en sommeil lent, et puis l'apparition de la première phase de sommeil paradoxal. Alors, si vous regardez, vous voyez que ceci forme un cycle de sommeil et que pendant la nuit, on va avoir d'autres cycles comme ça qui vont se produire. Autrement dit, le sommeil n'est pas quelque chose de monolithique. Et ce phénomène, si vous voulez, est un phénomène cyclique. Et en moyenne, on décrit 4 à 5 cycles dans une nuit de sommeil normal. Chaque cycle, en moyenne, a 1h30, disons 90 minutes. Alors, deux autres choses que je voulais dire sur le sommeil paradoxal, c'est que il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Évidemment, je vous ai dit, il y avait une activité cérébrale rapide, il y avait une atonie musculaire et il y avait des mouvements oculaires rapides. Bon, ceci définit le sommeil paradoxal. Mais il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Par exemple, la fréquence cardio-respiratoire est irrégulière, contrairement à ce qu'on voyait dans le sommeil lent profond. Il y a un autre phénomène, c'est l'érection. L'érection pénienne chez l'homme et l'érection clitoridienne chez la femme. Donc ça aussi, c'est un phénomène concomitant au sommeil paradoxal. Alors ici, c'est un schéma d'un sommeil de nuit normal. Alors on parle d'hypnogramme, un hypnogramme normal chez un adulte jeune. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le sujet est éveillé, bien sûr, au départ et commence à s'endormir, approfondit son sommeil assez rapidement et on a donc un sommeil lent profond, stade 3 et 4, qui apparaît sur les 2 ou 3 premiers cycles de la nuit. D'accord ?
Et puis ensuite, si vous constatez, vous regardez bien, vous verrez que le sommeil paradoxal, qui est présent pratiquement à la fin de chaque cycle, c'est rare qu'il n'y ait pas de sommeil paradoxal, on peut l'observer parfois à la fin du premier cycle, soit un sommeil paradoxal très court, parfois, mais rarement absent. Mais ce sommeil paradoxal est pratiquement présent à la fin de chaque cycle, chez un sujet normal, mais il est surtout présent pendant la deuxième partie de la nuit. Alors, il faut retenir aussi que le sommeil n'est pas homogène sur toute la nuit. Il y a des différences qualitatives de sommeil entre la première et la deuxième partie de la nuit. Alors, la première partie de la nuit étant surtout caractérisée par une grande quantité de sommeil lent, profond, tandis que la deuxième partie de la nuit est caractérisée par un pourcentage plus élevé de sommeil paradoxal dans chaque cycle. D'accord ? Alors, pour étudier un sommeil chez un sujet normal, il faut l'enregistrer sur toute la nuit. Si vous vous contentez de la première partie, vous n'aurez pas l'image de son sommeil. Alors, voici ce que je viens de vous dire. Donc, dans une nuit normale, le sommeil lent, profond, va décroître en quantité par cycle. Dans le dernier cycle, il n'y en a pratiquement plus. Normalement, il n'y en a pas. Et le sommeil paradoxal verra son pourcentage augmenter au cours des cycles. Alors, quelques chiffres. Alors, il y a des paramètres que l'on mesure pour qualifier d'un sommeil de normal ou non. Le premier paramètre, c'est la latence d'apparition du sommeil. Et en général, on prend l'apparition du stade 2. Parce que le stade 1, si vous voulez, est un stade très labile et très réversible. C'est-à-dire le seuil d'éveil est bas et le sujet, au moindre bruit, bon, vous le savez vous-même, lorsque vous commencez à vous endormir, on peut vous réveiller beaucoup plus facilement que dans un stade beaucoup plus profond. D'accord ? Donc, on prend en général au stade 1 et la latence doit être inférieure à 20 minutes. Alors, si le sujet met plus de temps à s'endormir, il a des problèmes d'endormissement. Ensuite, c'est la quantité d'éveil pendant le sommeil, c'est-à-dire à partir du stade 2, on peut mesurer la quantité d'éveil pendant la nuit du sommeil. Alors, cette quantité d'éveil doit être inférieure à 5% du temps de sommeil total. Voilà. Ensuite, le stade 1 du sommeil lent. Là, ici à gauche, vous avez les durées en minutes et l'autre, c'est le pourcentage par rapport au temps de sommeil total. Alors donc, le stade 1, c'est 2 à 5%. Le stade 2 du sommeil lent est entre 45 à 55%. En gros, la moitié du sommeil, c'est du stade 2. Vous voyez ? Enfin, le sommeil lent profond, environ le quart, 20 à 25%. Le sommeil paradoxal, 18 à 20%. Vous voyez donc environ le cinquième du sommeil. Bon, ce sont des chiffres approximatifs, mais c'est autour de ces chiffres-là que se situent, disons, les quantités normales de sommeil, de chaque type de sommeil que l'on doit avoir. Et enfin, le temps total de sommeil, c'est entre 450 et 520 minutes, en moyenne entre 7 et 8 heures. Mais il faut savoir qu'il y a des variations inter-individuelles très importantes. D'accord ? Il ne faut pas considérer qu'il faut absolument dormir 8 heures par nuit. Si certains ont besoin de 8 heures, d'autres en ont besoin de moins. D'accord ? Mais ce qui mesure la qualité du sommeil, c'est l'état de veille, l'état d'éveil qu'on a le lendemain.
si vous êtes bien éveillé, si vous avez une bonne concentration, de bonnes capacités cognitives, de mémorisation, de concentration, ben vous avez eu un bon sommeil. Alors certains l'ont avec 6 heures, d'autres avec 8 heures. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre qu'il y a des variations interindividuelles importantes. Alors, ce que je vous ai décrit, c'est le sommeil du sujet adulte jeune. Bon, jeune. On va dire entre 15, 16, 17 et, disons, 60 ans, par exemple. Mais le sommeil varie avec l'âge. Premièrement, un paramètre extrêmement important, c'est le sommeil paradoxal qui varie de manière importante avec l'âge. Alors, regardez ici, cette courbe représente le nombre d'heures de sommeil par jour. Alors, à la naissance, c'est 22 heures de sommeil en moyenne chez le nouveau-né. D'accord ? Et lorsqu'on arrive à l'âge de 30 ans, vous voyez progressivement cette durée diminue. Lorsqu'on arrive à l'âge de 30 ans, on est autour de 8 heures, disons. Prenons cette moyenne-là, quoi. Alors, si on prend le sommeil paradoxal, vous voyez ici, à la naissance, il y a 12 heures sur 22 heures de sommeil paradoxal chez le nouveau-né. C'est-à-dire 60%. C'est très élevé. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était entre 18 et 20% chez l'adulte. Donc, la quantité, non seulement la durée du sommeil total diminue avec l'âge, mais aussi la quantité du sommeil, ou du moins le pourcentage relatif du sommeil paradoxal par rapport au temps de sommeil total diminue également. Encore un. Bon, si vous voulez revenir, c'est ça qui est important, mais pour vous illustrer un peu de manière un peu plus détaillée. Alors, on parle, chez le nouveau-né, on ne parle pas de sommeil paradoxal, mais de sommeil agité ou sommeil calme. Vous voyez, on ne parle pas de sommeil lent et sommeil paradoxal. C'est une question aussi de définition et de convention. Mais ce qu'on appelle le sommeil agité, c'est le sommeil paradoxal de l'adulte. Voilà. Alors ça, ce sont les pourcentages relatifs des différents stades de sommeil, pour vous dire que lorsque le sommeil total diminue, évidemment, le reste diminue également. Mais ce qui est marquant, c'est cette différence de sommeil paradoxal entre l'adulte et le nouveau-né. Alors, chez la personne âgée, il y a aussi des petites modifications, mais ces modifications concernent surtout la distribution du sommeil dans le nictémère, c'est-à-dire dans les 24 heures. Chez la personne âgée apparaît un besoin plus important de sieste. Alors, une personne âgée normale, qui a un sommeil normal, peut avoir un sommeil plus court la nuit, mais compenser, si vous voulez, cette diminution de quantité de sommeil nocturne par une sieste l'après-midi. D'accord ? Autrement dit, la globalité de son sommeil ne diminue pas énormément, mais on dit communément qu'on dort moins lorsqu'on prend de l'âge. D'accord ? Mais il y a cette sieste qui réapparaît. Voilà, alors maintenant je voudrais... Bon, ça va jusque-là? Je pense que c'est assez amusant de savoir comment se passe une nuit de sommeil. Et surtout avoir une idée, lorsqu'on parle, lorsqu'un sujet vous parle de son sommeil, savoir de quoi il parle, quoi, en gros. Alors maintenant, je voudrais vous parler des bases un peu neurobiologiques du sommeil. Le sommeil est un phénomène extrêmement complexe de l'éveil et du sommeil. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé d'éveil, mais je vous ai parlé surtout du sommeil et comment on l'étudiait de manière quantitative. Mais ici, je vais vous parler des bases neurobiologiques de l'éveil et du sommeil. Alors, quelles sont les structures qui interviennent dans ces phénomènes-là? Alors, vous avez ici le tronc cérébral, avec la formation réticulée, les noyaux du raphet et le locus ceruleus.
Ce sont des termes un peu barbares, peut-être vous n'êtes pas très familier. Ensuite, vous avez ici l'hypothalamus, qui joue un rôle important, avec la région préoptique de l'hypothalamus antérieur et le noyau postérieur ventrolatéral de l'hypothalamus. Vous avez un peu plus haut le noyau de Meynert et plus haut le thalamus et les corps striés. Voici en gros les structures dont on va parler. Alors, d'abord l'éveil. Je vais vous dire quelques mots de l'éveil. Comment l'éveil est régulé? Alors, il y a deux types. Si vous voulez, l'éveil se présente sous deux aspects. D'une part, un aspect cortical. C'est l'activation EEG, électroencéphalographique. Parce que c'est l'électroencéphalogramme qui nous donne une approche simple de l'activité cérébrale, l'activité électrique du cerveau. Et puis un aspect comportemental, évidemment. Deuxième élément, l'éveil, si vous voulez, est régulé par un ensemble complexe de systèmes, de réseaux, interrégulés et redondants. Voilà, alors, voici un petit schéma en résumé de ces systèmes que je vais vous citer. Alors, ce sont des systèmes qui interviennent dans l'éveil et son maintien, à la fois l'éveil cortical et l'éveil comportemental. Mais on va parler surtout de l'éveil cortical. Alors, vous avez le noyau de Meynert, je les cite, avec des projections cholinergiques qui se font vers le cortex et aussi le thalamus. Alors, il intervient dans l'activation corticale. Vous avez ici l'hypothalamus postérieur ventrolatéral qui intervient également dans l'éveil cortical, mais aussi comportemental, et qui est actif de manière sélective pendant l'éveil. Une formation extrêmement importante qui joue un rôle important dans l'éveil, c'est la formation réticulée bulbaire et mésencéphalique. Cette formation réticulée, si vous voulez, projette de manière non spécifique l'ensemble des stimuli arrivant, recueillis, si vous voulez, par l'organisme, arrivant des différents sens vers le cortex. Alors, les neurotransmetteurs intervenants, le glutamate, point d'interrogation, à ce niveau-là, soit en passant par le thalamus, soit directement. Alors, vous avez également le locus ceruleus ubiquitaire qui intervient dans l'activation corticale et l'attention sélective. Alors, un élément particulier, c'est le noyau du raphet dorsal sérotoninergique qui joue un rôle complexe dans la régulation de l'éveil parce que ce noyau, si vous voulez, est actif pendant l'éveil. Mais si on inactive, si on détruit ce noyau, on entraîne une insomnie. Autrement dit, l'activité pendant l'éveil de ce noyau est très importante pour l'apparition du sommeil, en particulier le sommeil lent.
Alors, il y a deux autres éléments. Plus récemment, le rôle des neurones à hypocrétine ou orexine qui a été mis en évidence dans l'éveil au niveau de l'hypothalamus postério-dorsal et aussi les corps striés, connus depuis longtemps, dopaminergiques, qui interviennent essentiellement dans l'éveil comportemental. Alors ici, dans l'éveil comportemental, vous connaissez c'est surtout dans la régulation des mouvements. Vous connaissez une pathologie qui est le Parkinson. C'est une insuffisance dopaminergique, effectivement, au niveau de ces noyaux, avec sa rigidité, ses tremblements, etc. Alors vous voyez, c'est un ensemble assez complexe, redondant. Il y a des réseaux différents qui interviennent et cela se comprend, l'éveil est un phénomène complexe. Je passe sur ce schéma. Alors l'endormissement. Alors l'endormissement, on l'isole, si vous voulez, c'est un phénomène particulier, c'est le début du sommeil. C'est l'hypothalamus qui joue un rôle prépondérant dans l'endormissement. Premièrement, l'activation de l'aire préoptique, c'est l'activation de l'aire préoptique de l'hypothalamus antérieur qui va inhiber le noyau postérieur ventrolatéral de l'hypothalamus, qui intervenait dans l'éveil, vous vous souvenez. Donc, il y a une activation du noyau préoptique de l'hypothalamus qui va inhiber un autre noyau de l'hypothalamus, qui est le noyau postérieur ventrolatéral. Alors, dans cet déclenchement de cet événement, si vous voulez, on a parlé du rôle de l'adénosine qui s'accumule pendant l'éveil et qui pourrait expliquer son action anti-éveil sur les neurones de cette région. Donc, une accumulation, un phénomène en quelque sorte homéostasique, si vous voulez, pendant l'activité d'éveil, accumulation de l'adénosine qui va déclencher ce phénomène. Et le rôle activateur probable du noyau du faisceau solitaire au niveau bulbaire, sérotoninergique. Alors, à la suite de cette étape hypothalamique, c'est l'endormissement qui apparaît et qui va être suivi par la mise en jeu active des systèmes de régulation de sommeil lent. Alors, s'il y a un défaut au niveau de cette étape, évidemment, vous voyez que le sommeil lent ne peut pas entrer en exécution, en quelque sorte. Alors, maintenant, au niveau du sommeil lent. Alors, ici, le rôle important du noyau de Meynert. Alors, les neurones GABAergiques du noyau de Meynert jouent un rôle important. Et c'est par l'inhibition des neurones cholinergiques de ce même noyau. C'est-à-dire, ils vont inhiber les neurones cholinergiques de ce même noyau qui intervenaient dans l'éveil. Et également inhiber les neurones de l'hypothalamus postérieur. Alors vous voyez ces deux phénomènes d'éveil, en particulier ici au niveau de l'hypothalamus postérieur et de neurones cholinergiques du noyau de Meynert qui vont être inhibés. On va mettre en veilleuse ces structures qui intervenaient dans l'éveil. L'un cholinergique et l'autre histaminergique. Alors, je dis un mot justement sur l'histamine. Vous savez,
C'est une substance, enfin un neurotransmetteur qui intervient dans l'éveil. C'est très important. Et pour vous souvenir de cela, lorsque vous prenez des substances anti-allergiques, qui sont des antihistaminiques, qu'est-ce que vous constatez? La somnolence. C'est ce qui se passe. Alors bon, c'est pour retenir quoi, ce rôle. Donc ici, en fait, c'est une action anti-histaminergique qui s'instaure. Donc on va enlever le pied de l'accélérateur de l'éveil ou d'un phénomène qui entretient l'éveil cortical. Donc on va ainsi favoriser le déclenchement du sommeil lent. D'accord? Alors, l'inhibition de l'éveil va libérer cette structure, le thalamus, et ceci va faciliter l'apparition de fuseaux, ces fuseaux dont je vous avais parlé, les fuseaux de sommeil. Vous vous souvenez? Sur l'EEG, l'électroencéphalogramme, je vous avais montré ces figures d'ondes rapides très synchrones autour de 13 cycles qu'on appelle des fuseaux de sommeil. D'accord? Alors, l'apparition de fuseaux de sommeil et des ondes lentes au niveau du cortex. Alors, ces fuseaux seraient produits donc par un générateur thalamique, le noyau réticulé, et avec une interaction entre les neurones GABAergiques de ce noyau et les neurones thalamocorticaux, parce que ces ondes lentes, si vous voulez, sont des ondes corticales. Donc une fois le noyau thalamique libéré de l'emprise de l'éveil, en quelque sorte, il va en quelque sorte générer, par cette interaction entre neurones GABAergiques thalamiques et les neurones thalamocorticaux, va générer ces ondes lentes. Alors on va entrer dans le sommeil lent. Et on va entrer dans une synchronisation de l'activité cérébrale. Vous voyez? C'est pour ça que ces ondes lentes vont devenir de plus en plus amples, parce qu'il y a une synchronisation et leur somme vectorielle va être beaucoup plus importante. OK? Voilà, donc ces ondes lentes seraient engendrées par l'hyperpolarisation des neurones thalamocorticaux et la diminution de l'influence cholinergique de la formation réticulée. Alors, cette formation réticulée, vous voyez, lorsque vous allez dormir, il vous faut du calme, il faut de l'obscurité, il faut le silence, etc. C'est-à-dire, on va mettre en veilleuse toutes les stimulations sensorielles qui parviennent au cortex par l'intermédiaire de la formation réticulée. Voilà. Alors maintenant, au niveau toujours du sommeil lent, sur le plan pharmacologique, donc ce sommeil dépend de la transmission sérotoninergique. D'ailleurs, le neurotransmetteur qui joue un rôle important, c'est la sérotonine, et la production d'un certain nombre de peptides, comme l'alpha-MSH, la prostaglandine D2, l'insuline, l'adénosine, etc. Maintenant, quelques mots sur le sommeil paradoxal, et puis on s'arrêtera quelques minutes, d'accord? Alors, ce sommeil paradoxal que je vous ai décrit tout à l'heure sur le plan polysomnographique est associé de manière classique au rêve, à l'activité onirique. D'accord? Alors, pourquoi on dit cela? Parce que lorsqu'on réveille le sujet au cours du sommeil paradoxal, il est à même de raconter un rêve de manière structurée, plus structurée, disons. Il se souvient mieux de ses rêves.
Cela ne veut pas dire que l'on ne rêve qu'en sommeil paradoxal, parce que cette idée, évidemment, on associait le rêve au sommeil paradoxal de manière exclusive. Il semble qu'on rêve aussi en sommeil lent profond, mais les mécanismes, si vous voulez, mnésiques, pour restituer le rêve de manière verbale plus tard, sont, si vous voulez, plus actifs pendant le sommeil paradoxal. Ce qui fait qu'on associe effectivement l'activité onirique ou le rêve au sommeil paradoxal. Retenez ça, c'est très classique comme idée. D'accord ? Et d'ailleurs, lorsqu'on se réveille le matin, en général, on raconte un rêve et il correspond d'une manière générale à la dernière phase, si vous voulez, du sommeil paradoxal, c'est-à-dire du dernier cycle, là où il y a le plus fort pourcentage de sommeil paradoxal. D'accord ? Alors, ce sommeil paradoxal, comme je vous l'ai dit, a des composantes toniques, retenez ce terme, composantes toniques, c'est-à-dire présents pendant tout le sommeil. Alors, le prototype de cette composante tonique, c'est l'atonie musculaire. Et puis des composantes phasiques. Alors, phasiques, c'est-à-dire qu'ils apparaissent, ne sont pas continus, si vous voulez, ils apparaissent de manière phasique. C'est les mouvements oculaires rapides, et puis il y a un phénomène que l'on a enregistré, qui apparaissent de manière synchrone pratiquement avec les mouvements oculaires rapides, qu'on enregistre, ce sont des pointes PGO, pontogéniculo-occipital. C'est-à-dire on enregistre au niveau du pont, de corps genouillé et de cortex occipital. Pardon. Donc, qu'on appelle pointe PGO. Donc voici les deux, si vous voulez, les deux prototypes des composantes phasiques. Alors d'ailleurs, lorsque je vous ai montré le EEG, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder bien sûr le EEG, mais on va regarder en même temps l'atonie musculaire, chercher l'atonie musculaire et chercher les mouvements oculaires rapides. Et lorsqu'on a ces trois éléments, on dit, voilà, nous sommes en sommeil paradoxal. Alors, je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'on note des irrégularités, des rythmes cardio-respiratoires et aussi une érection, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est classique, c'est très classique, donc associé au rêve et puis l'ensemble de ces phénomènes. Alors, la commande de base, là où est exécuté, si vous voulez, le phénomène neurobiologique du sommeil paradoxal, c'est dans la sphère pontobulbaire. Alors, il y a deux types de mécanismes qui interviennent. D'abord, des mécanismes exécutifs, c'est-à-dire des mécanismes qui mettent en marche le sommeil paradoxal, qui permettent l'exécution du sommeil paradoxal. Mécanisme exécutif qu'on qualifie aussi de SP, sommeil paradoxal, on, mise en marche, quoi, comme un appareil électronique, et on appuie sur le bouton on, l'appareil marche. Alors, ce sont des mécanismes exécutifs. Alors, ces mécanismes sont actifs pendant le sommeil paradoxal. Actifs. Deuxième type de mécanisme sont des mécanismes permissifs ou SP off. Off, c'est-à-dire on arrête, donc il faut que ces mécanismes s'arrêtent pour permettre au sommeil paradoxal d'apparaître. Donc permissif. Et ces mécanismes-là cessent leur activité durant le sommeil paradoxal. Alors voici les deux mécanismes sur ce schéma, SP-off, SP-on. Voilà, alors les SP-on, puisque j'ai commencé avec eux, au niveau du pont, voici le locus ceruleus alpha, les structures LDT et PTT, je vous expliquerai tout à l'heure, et l'aire X de Sakai. Alors Sakai, c'est un monsieur qui a décrit cette aire, cette zone. Et puis au niveau du bulbe,
le noyau magnocellulaire. Et il y a une interaction, vous voyez, entre ces deux ensembles de structures. Donc, ce sont des neurones espérones, donc pontobulbaires. Alors, les mécanismes SPOF, ou les neurones SPOF, sont des neurones monoaminergiques au niveau du raphet dorsal, avec la sérotonine, ou sérotoninergique, c'est-à-dire le neurotransmetteur et la sérotonine, et puis le locus ceruleus proper, noradrénergique. Il y a aussi l'histamine et, plus récemment, on a mis en évidence les neurones à hypocrétine ou orexinergiques, excusez-moi, orexinergiques, c'est-à-dire des neurones. Pourquoi on a parlé de l'orexine? Parce que si vous voulez, ça influe également sur le comportement alimentaire. Et on s'est aperçu aussi que les mêmes substances entraînaient l'éveil. D'accord? C'est pour ça que je vous ai parlé dans l'éveil. Mais ici, ils interviennent également au niveau de la régulation du sommeil paradoxal. D'accord? Bon, je comprends, c'est un peu des noms un peu barbares, mais... Alors, une chose, avant de passer... Alors, regardez, il y a une interaction, il y a une balance entre ces deux systèmes. D'accord? Parce que lorsque l'un des systèmes entre en jeu, l'autre doit cesser de travailler. Alors, regardez ici, les neurones SPOF, en quelque sorte, empêchent, lorsqu'ils sont actifs, empêchent le sommeil paradoxal d'apparaître. C'est leur inactivation qui permet au sommeil paradoxal d'apparaître. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont actifs, ils inhibent, donc ici le signe moins, les neurones espérones, d'accord? Mais en même temps, par un boucle de rétroaction négative, ils entraînent leur propre inhibition. Autrement dit, le SP off, au bout d'un certain temps, s'auto-inactive. D'accord? Et une fois inactivés, les neurones espérones vont pouvoir entrer en jeu. Alors ici, il y a une autorégulation positive, c'est-à-dire il s'auto-entretient son activité, mais en même temps, il a une action de activation de SPOF. Vous voyez? Alors si vous retenez ça, bon, vous voyez un peu comment il y a cette périodicité d'environ 90 minutes de sommeil paradoxal. Si vous voulez, c'est une base théorique pour expliquer, c'est une base théorique évidemment, pour expliquer cette rythmicité qu'on dit ultradienne du sommeil paradoxal. D'accord? Alors, vous voulez qu'on s'arrête? Mais dans 2 minutes, on peut s'arrêter. Je ne veux pas couper au milieu du sommeil paradoxal, c'est pas bon. Bon, il y en a pour 2 minutes, hein, on termine. Alors donc, encore quelques minutes de concentration. Je sais, c'est un peu compliqué, pourtant j'ai hyper résumé. Hein. J'ai hyper résumé, vraiment. C'est assez complexe et je comprends. Tout le monde décroche, même les gens qui sont relativement, je ne dis pas familiers, mais relativement familiers avec ces notions. Alors, bon, maintenant, dans les mécanismes exécutifs, vous avez bien compris, lorsqu'on parle de mécanismes exécutifs, de quoi on parle. Hein? Vous avez compris ça. Alors, c'est les mécanismes qui mettent en marche le sommeil paradoxal. Alors, il y a les activités phasiques, c'est-à-dire les pointes PGO et les mouvements oculaires rapides. Alors, ici, ça correspond à une intense activation neuronale qui prenne naissance dans les structures cholinergiques qui sont la partie rostrale du locus ceruleus alpha, dont je vous avais parlé, dans le schéma que je vous l'ai montré tout à l'heure,
Et puis, ces deux structures LDT et PPT, c'est-à-dire le latérodorsalis tegmentum et le pontopédonculaire tegmentum, et le RX de Sakai. Bon, allez, je passe dessus, j'insiste pas. Alors, ensuite, l'activité tonique. Mais vous voyez les structures qui correspondent à l'activité phasique. L'activité tonique, l'atonie musculaire, correspond à quoi? Parce que cette atonie musculaire, c'est une paralysie. C'est-à-dire le sujet, si vous prenez le sujet, son bras tombe. Il est pratiquement paralysé. Alors, correspond en fait à l'activation de deux groupes de neurones. Vous comprenez qu'il y a une pathologie de sommeil qu'on appelle la narcolepsie, où parfois, souvent, est associé à un phénomène qu'on appelle la cataplexie. Et on pense effectivement que c'est un trouble du sommeil paradoxal. Pendant l'éveil, le sujet perd son tonus musculaire. Vous voyez? C'est-à-dire, il chute de sa hauteur pratiquement, sous l'effet de phénomènes, etc. Alors, on pense effectivement que ce sont des mécanismes de ce type qui interviennent dans ces pathologies-là qui ne marchent pas. Alors, disons, l'activité tonique, l'atonie musculaire, correspond à l'activation de deux groupes de neurones, le locus ceruleus alpha et périalpha et le noyau magnocellulaire bulbaire qui vont projeter sur les motoneurones. Vous savez, ces motoneurones alpha qui commandent la contraction, enfin le mouvement, qui commandent le mouvement, donc sur les motoneurones spinaux. Et puis, deuxième phénomène de cette activité tonique, c'est l'activation corticale. Vous savez, il y a bon, les mouvements oculaires rapides, on ne sait pas exactement comment ça se produit, mais disons, pour l'atonie, il y a ce phénomène. Et pour l'activation corticale, il y a deux structures, le tegmentum pontique et le noyau magnocellulaire bulbaire, qui ont des noyaux cholinergiques et non cholinergiques qui projettent évidemment sur le cortex. Alors, voici un peu les mécanismes qui interviennent dans l'exécution du sommeil paradoxal. Alors, je ne vais pas vous embêter. Et ça, c'est la dernière diapo que je vous montre là-dessus. Alors, qu'est-ce qui détermine, qui influence cette commande de base? D'abord, là aussi, la région préoptique de l'hypothalamus antérieur qui va inhiber l'hypothalamus postéro-ventrolatéral. Ce dernier exerce une inhibition tonique des systèmes pontobulbaires qui commandent le locus ceruleus. Alors, autrement dit, vous avez le noyau postérieur ventrolatéral qui inhibe en permanence le système pontobulbaire qui exécute le sommeil paradoxal. Alors, ce noyau est inhibé. Donc, il y a une double inhibition, et cette double inhibition fait que le sommeil paradoxal est déclenché. Vous voyez? Tant qu'il n'est pas inhibé, continuera à inhiber les mécanismes exécutifs. Voilà. Bon, juste un mot sur le rôle facilitateur des facteurs neuro-humoraux. Évidemment, c'est un peu plus complexe. Et puis, la température. Et je vous parlerai de la température tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement une relation entre la température centrale et le sommeil paradoxal. On a constaté que le délai d'apparition du sommeil paradoxal est raccourci si la température corporelle est basse. OK? Et je vous montrerai la relation de la courbe de température centrale et le sommeil paradoxal tout à l'heure. Voilà. On s'arrête là. 10 minutes, d'accord?